Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, psychédélique quand ça se passe mal, épisode 3. Ahmed et Quentin font face à un vrai problème. Ils ressentent des symptômes qui sont très envahissants, mais qui sont aussi très peu connus, même s'ils sont identifiés et caractérisés dans le DSM-5, le manuel de l'Association des psychiatres américains. Dans les deux cas, ils ne vont pourtant pas se rendre immédiatement chez le médecin, ce qui semblerait être le premier réflexe à avoir. Mais comme les symptômes perdurent, ils vont quand même finir par le faire. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Effectivement, j'ai été voir un médecin, mais j'ai pris mon temps. Parce que, tu sais, c'est accompagné d'un sentiment de vide et de perte, et t'as l'impression que tu t'es tué toi-même. Et moi, j'avais du mal avec ça. Déjà, il faut avouer ça. Enfin, il faut se l'admettre, je veux dire. Donc il a fallu 5 mois, à peu près, avant que j'aille consulter une psychiatre. Donc je lui ai expliqué à la psychiatre ce qui se passait, comment je percevais les choses, j'avais une perception complètement altérée. Elle a pas compris du tout. Voilà. C'était quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, bah écoutez, la seule chose que je peux vous proposer en l'état, c'est un traitement médicamenteux ou rien. Donc j'ai choisi rien, parce que elle me proposait un antidépresseur. Je voulais pas prendre d'antidépresseur, j'ai refusé ça. Pour te donner une idée du degré d'anxiété de ces moments-là, je me rappelle parce qu'elle m'avait quand même donné une boîte d'anxiolytiques, du Lexomil. J'avais mangé une boîte entière. J'étais naïf au produit, j'avais pas de tolérance, rien du tout. Ça m'a rien fait. Mais quand je te dis rien. N'importe qui, même moi, à l'heure actuelle, je prends une boîte de Lexomil, je vais dormir pendant 3 jours. Mais là, j'étais dans un tel état d'anxiété, d'angoisse, de nerfs, etc., que ça ne m'a même pas effleuré, en fait. Il est venu un moment où j'ai voulu en parler à un médecin. Et j'ai pu du coup commencer à en discuter avec le médecin généraliste du village où vivent mes parents. Et cette fois-ci, ça a été un petit peu la douche froide parce que je me suis un peu heurté à un mur. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que c'était pas quelque chose qui était forcément discuté et ou compris au sein de la communauté scientifique comme de la communauté des médecins, tout simplement. Selon lui, en fait, il fallait simplement attendre que l'œil se désintoxique de ces substances-là, alors que il s'agit pas du tout des yeux, en fait, c'est quelque chose qui va atteindre le système nerveux. Et il m'a donné des anxiolytiques. Il m'a donné des anxiolytiques et des antidépresseurs et un collier pour nettoyer les yeux. Quand on m'a prescrit donc des anxiolytiques, au début, j'étais un petit peu effrayé par le peu que je savais au sujet de ces médicaments. C'est des médicaments qui peuvent, si mal pris, quand même provoquer des dépendances, des addictions qui peuvent être assez sévères. Et on sait aussi que c'est des médicaments qu'il ne faut pas prendre à la légère, surtout pas dans, par exemple, un cadre récréatif. Je n'avais jamais pris de médicaments agissant sur le psychisme auparavant. De médicaments, donc ce qui est prescrit par les médecins, bien entendu. Donc j'y ai pas prêté particulièrement attention au début. Et c'est vraiment quand j'ai eu une petite rechute du point de vue du HPPD que j'ai décidé de prendre les choses en main, donc de commencer à prendre des anxiolytiques. Mais je me suis mis dans une démarche qui impliquait que c'était vraiment la solution de dernier recours, quoi.
bien heureusement, donc ça a rempli son rôle. Et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que les angoisses ou les attaques de panique qui étaient induites n'étaient pas une fatalité et qu'il existait un bouclier contre ça. Et en fait, rien que le fait d'avoir compris ça, ça m'a aussi permis de beaucoup mieux gérer mes crises d'angoisse à ce niveau-là. Et en fait, c'est un beau jour où je me suis rendu compte que plus je me battais mentalement contre ça, moins j'arriverais à gagner en fait. Donc il y a vraiment toute une dimension d'acceptation qui va nous amener à aller mieux derrière. J'en parlais tout le temps à mes proches parce que moi je me sentais complètement différent, mais fondamentalement différent quoi. Je me sentais différent et je savais pas de quelle manière j'étais devenu différent. Donc je posais régulièrement la question à mon entourage, que ce soit familial ou amical, et même à l'époque j'étais en couple, tu vois, donc j'étais accompagné en permanence quoi. Et je demandais tout le temps aux gens, je leur demandais mais vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui a changé en moi? Vous trouvez pas que je suis vraiment différent d'avant quoi? Et on me disait toujours la même rengaine. Mais non, mec. Non. Tu délires, t'hallucines, t'as pas changé, t'es pareil, quoi. T'es pareil. Et en fait, effectivement, je me conduisais toujours de manière habituelle. Juste, ce qui était inhabituel, c'était ma perception de mon fonctionnement et ma vision de mon environnement. Voilà. C'est pas une irréalité qui est agréable. C'est une irréalité cauchemardesque. C'est un sentiment d'étrangeté, mais flippant, mais vraiment flippant, tu vois. Flippant du genre, le genre de cauchemar que tu faisais quand t'étais enfant, qui te faisait vraiment flipper, quoi. Tu comprends pas, tu flippes. Ouais. Donc je demandais, mais non, on me disait toujours, non, t'es le même qu'avant. Sauf que pour moi, j'étais pas le même, quoi. Alors je travaillais, ouais. J'ai pris une période quand même de 6 mois environ, depuis le bad, enfin depuis la prise, la surdose. Pendant 6 mois, j'ai été au chômage. Le temps de... Voilà, j'étais trop perdu. Et donc suite au rendez-vous de la psy, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait que je me débrouille seul. Et donc je suis allé fouiller sur des forums type Blue Light, Reddit, Psychonautes, etc. Ce qui existait. Et j'ai posé la question aux gens du forum, voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Et il y a une personne qui m'a mis sur la piste. En décrivant mes symptômes, elle m'a mis sur la piste, elle m'a dit, peut-être il s'agit de dépersonnalisation et de déréalisation, mais dans ce cas-là, t'es dans une mauvaise position. Parce que le seul moyen, en fait, de sortir de ça, c'est de s'habituer à ce phénomène. Quand je dis s'habituer à ce phénomène, c'est clairement l'accepter dans son entièreté. C'est se dire, ok, j'ai niqué ma vie, parce que c'est la sensation qu'on a sur le moment. Ok, j'ai ruiné ma vie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Relativiser. Ouais, clairement, relativiser, quoi. Mais c'est relativiser à un point incroyable, quoi. Et petit à petit, ton cerveau, enfin ta psyché, en tout cas, reprend confiance et se retrouve de moins en moins dans un état d'hypervigilance. Et plus l'état d'hypervigilance diminue, plus le sentiment d'irréalité diminue. Donc le seul moyen, et c'est pour ça que tant de gens restent bloqués à vie, ça, sur internet maintenant ça pullule de témoignages comme ça. En fait il faut penser contre soi-même. C'est comme si je te disais, bah tiens, t'as une tâche sur la vision qui prend 90% de ta vision, tu vois. Mais tu vas devoir, pendant une durée indéterminée, te dire non, cela n'existe pas. Et t'obliger à y croire en fait. En fait, le répéter tellement sans cesse que ça en devienne un automatisme et que tu finisses par peut-être envisager l'éventualité que ce soit possible. Je vais être totalement clair là-dessus. Moi, il y a une drogue qui m'a filé un gros coup de pouce. C'est l'héroïne. Parce que j'étais tellement dans un état d'anxiété que moi je me croyais fou. Je pensais être psychotique, tu vois. Et un jour j'ai pris de l'héroïne.
Là, je me suis retrouvé dans un état de calme, enfin de calme, on peut pas dire calme, mais plus calme que d'habitude en tout cas, qui m'a fait me dire, non, non, en fait j'ai réussi à retrouver des émotions, des sensations, qui m'ont fait comprendre que mon état de base n'était pas perdu à tout jamais, comme je le pensais au départ. Donc j'ai eu des années, hein, j'ai eu 2 ans de prise quotidienne d'héroïne, qui m'ont vraiment aidé à me calmer. Et à la suite, un traitement de substitution, qui lui aussi m'a aidé à me calmer, et m'a aidé à arrêter l'héroïne. Au bout de quelques semaines, quand je me suis rendu compte que ça stagnait, que ça évoluait pas du tout, j'ai commencé à directement essayer de rentrer en contact avec des gens dans un premier temps sur Internet. Ce qui a pu se faire très rapidement, je me souviens que j'ai pu rentrer en contact avec un Américain sur Twitter qui parlait librement de son HPPD sur sa page. Donc j'ai pu lire un peu ce qu'il disait à ce sujet, et puis rapidement je me suis rendu compte qu'il en parlait pas forcément de manière négative, où vraiment il s'exprimait de cette façon, où c'était sans stress, ou comme si c'était une caractéristique de sa personnalité, quoi. Donc je suis entré en contact avec lui, et puis je lui ai expliqué un petit peu ma situation. Très rapidement, il a compris, il a été très très compatissant, et il a tenu à me rassurer, et c'est la première fois depuis le début, depuis ce matin-là, quoi, que je me suis senti un peu rassuré vis-à-vis de ça, et que je me suis senti surtout compris, en fait. Parce que partout, quand j'en parlais autour de moi, soit on me prenait pas au sérieux, soit carrément ça pouvait aller à de la culpabilisation, en fait. Et très rapidement, il a commencé à me rassurer, m'expliquer que c'était pas quelque chose de figé, et que très rapidement, les choses allaient s'améliorer, et elles allaient s'améliorer surtout de plus en plus vite. Il a commencé à me donner quelques conseils, et les premiers étant forcément l'arrêt de la consommation. Moi, j'ai trouvé ça très logique. J'ai annoncé dans un premier temps à mes amis qu'il fallait que je m'éloigne au moins un temps de tout ça, et c'était important pour moi de leur en parler, parce que je savais que j'allais être soutenu dans cette démarche, et qu'ils allaient aussi faire entre guillemets un effort de leur côté en ma présence, hein, tout simplement, alors que concrètement ils n'étaient pas obligés. À ce moment-là, donc j'ai commencé à entamer une période de changement, donc dans mon hygiène de vie. J'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de fumer, j'ai même arrêté le tabac, le thé et le café, histoire de vraiment être sûr de purger mon corps, entre guillemets, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est nécessaire. Et à ce niveau-là, j'ai commencé à ressentir une amélioration, parce que déjà, le fait de prendre soin de soi, c'est se reconnecter à son propre corps. Et c'est quelque chose qui nous rend heureux, dans le sens où quand on est en bonne santé, on est plus enclin à se sentir mieux, en fait. Et puis je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas d'espèce de pilule magique qui luttait contre le HPPD, qui le guérissait, en fait c'est toute une démarche personnelle, c'est une espèce de réconciliation avec soi-même, parce que le stress que ça engendre, c'est un conflit interne permanent, en fait. Ça vire tellement à l'obsession qu'on finit par se culpabiliser soi-même, au lieu de se concentrer sur le fait de guérir, en fait. Et ça passe par un changement qui est total, en fait, vis-à-vis de sa propre personne. Ça passe par un changement qui est physique, dans notre alimentation, dans notre rapport à l'exercice, dans notre rapport à ce qui nous entoure. Et c'est aussi un changement qui est spirituel, en fait. Parce qu'on va à tout prix essayer de ramener une certaine paix dans son esprit, une paix avec soi, mais aussi une paix avec les autres, en fait. Et c'est aussi une façon de repenser ses rapports avec les autres que de prendre soin de soi. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir une amélioration drastique qui s'est vraiment accélérée avec le temps. J'étais tellement dans un état désespéré de mal-être et de perdition, parce que tu vois, t'as la dépersonnalisation, mais là-dessus, ce qui vient se greffer, c'est une dépression aussi, en fait.
Parce que t'es démuni face à toi-même, tu comprends rien, t'en peux plus, t'es en souffrance permanente, donc tu déprimes. Les opiacés sont loin de moi l'idée d'en faire l'apologie parce que ça engendre une dépendance horrible, mais ça peut être une aide incroyable pour retrouver une légèreté perdue, quoi. Donc non, je le vivais bien parce que ça m'apportait tellement de légèreté et je me retrouvais, tu vois, à travers quelques petits prismes. Ça me redonnait de l'espoir, en fait. Et c'est ça aussi qui a alimenté et qui m'a donné de la force nécessaire pour lutter contre moi-même tous les jours. Parce que c'est très frustrant. Tous les soirs, tu t'endors avec l'espoir de te dire, mais tiens, ça a apparu en 1 seconde, alors peut-être avec un petit peu de chance, je vais me réveiller demain matin, ce sera parti. Et tous les matins, tu travailles avec cet espoir, et quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte qu'en fait, non, t'es toujours comme ça. C'est usant, tu vois, en plus d'être très 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 déstabilisant, c'est excessivement usant, quoi. J'ai pu discuter avec une personne francophone, je crois qu'elle était québécoise, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a offert pas mal de conseils. Il y a pas mal de plantes qu'on peut trouver librement en pharmacie ou en parapharmacie qui aident à améliorer l'humeur ou le sommeil, par exemple. Et elle m'avait conseillé une plante que je connaissais pas du tout qui s'appelle le millepertuis. Et il s'avère que ça m'avait énormément aidé d'un point de vue des émotions, parce que y a vraiment un effet antidépresseur naturel qui m'avait énormément aidé et qui m'avait surtout aidé en fait à arrêter de fumer du cannabis. Ça a été pas un substitut, mais ça a beaucoup aidé pour entre guillemets un sevrage à ce niveau-là. Qu'est-ce qui me donne envie d'arrêter les roues? Alors c'est très contextuel. En gros, j'avais un accès très facile parce que j'avais dans mes proches quelqu'un qui en avait très facilement, quoi. Et ce gars-là s'est fait arrêter. Donc il s'est trouvé un moment où je devais payer pour consommer. Et ça, c'était pas dans mes projets, quoi. Si, je travaillais, j'ai été commercial et je suis toujours commercial, je travaillais comme commercial. J'arrivais à gérer, mais c'est vrai qu'il faut un sang-froid, j'avoue, quand je me remémore aujourd'hui tous ces passages-là, je sais pas si je serais encore en capacité de le faire. C'était chaud, mais en fait c'était soit ça, soit j'étais mort vivant. En fait, tu sais, ça revient à être mort vivant, quoi, en fait. Donc je pense que j'avais aussi un peu, peut-être là c'est le côté positif, j'avais un peu trop de fierté, tu vois, à cette époque-là, pour me dire non, c'est pas possible, t'as pas pu te ruiner ta vie à 20 ans à cause d'une petite goutte d'un produit comme ça. C'est pas possible. Non, tu vois, je voulais pas l'accepter, c'était pas possible, quoi. C'est là où c'est paradoxal. Donc non, je faisais en fait, il fallait reprendre un mode de vie normal entre guillemets, donc sociétal, travailler. Et puis travailler aussi, ça te permet de moins être tout le temps dans l'auto-analyse de chaque comportement, etc. La majorité des usagers expliquent que ça commence à s'améliorer quand on ne réagit plus négativement en fait à ces symptômes-là. C'est un peu paradoxal, mais c'est à partir du moment où on n'y fait plus attention qu'ils commencent à disparaître. Et depuis, ça a toujours été en baissant. Je me souviens que j'ai osé reprendre des psychédéliques dans des contextes beaucoup plus contrôlés. Et je me suis rendu compte que ça n'a pas du tout, et ça n'a jamais empiré la chose en fait. Ça a continué de s'estomper au fur et à mesure, parce que même si j'avais des symptômes après, je ne réagissais pas négativement en fait. C'est quelque chose qu'on finit par embrasser, par épouser, et puis on se rend compte que ça fait juste partie de soi. C'est une manière peut-être différente de percevoir la réalité d'un point de vue sensoriel, mais quelque part on se dit tous que c'est quelque chose qui la rend un peu plus enrichissante en fait. Donc depuis, ça a toujours continué de s'estomper petit à petit. Ça n'a jamais complètement disparu,
Ça, c'est certain, je m'en rends compte, par exemple, quand je suis fatigué ou quand je suis dans l'obscurité. Ça va faire 5 ans, quelque chose comme ça, je me rends bien compte que si un beau matin je me réveillais et que tout ça avait disparu, peut-être que je réagirais pareil que ce matin-là, quoi. Ça s'est tellement installé depuis, j'ai tellement... c'est devenu la manière standard de voir le monde, hein, pour moi, entre guillemets. Et si un beau matin je me réveillais et qu'il y avait tout ça qui disparaissait d'un coup, je pense que ça me serait peut-être inconfortable. C'est très ironique, mais peut-être que quand on devient en paix avec certaines choses, on le serait moins si elles finissaient par disparaître, quoi. Maintenant, ça va nickel. J'ai des fois des mini réminiscences quand je suis un peu trop fatigué, tu vois, ou quand j'ai un peu trop fait la fête, ce genre de choses. Mais jamais, c'est jamais comparable, tu vois. Aujourd'hui, quand je me remémore tout ça, ça me fait un peu le même effet que quand j'ai l'impression de me souvenir d'un rêve. C'est un peu comme si je l'avais vécu, mais pas vécu. C'est une période mystique, quoi, tu vois. Moi, dans ma vie à moi, je le considère comme une période clairement mystique, quoi. Il y a pas d'autre mot, quoi. Expérimenter l'irréel dans le réel, ça paraît étrange, mais tu vois, dit comme ça. Ouais, t'es dans le réel, mais tu vis en mode irréel. C'est space. Et donc aujourd'hui, ça va bien. Je suis juste... ouais, voilà, je fais attention quand même à bien dormir et tout ça. Mais je suis allé tellement loin dans les limbes de la conscience que me retrouver dans des bribes de cet état-là, je t'avoue que ça me passe bien au-dessus, quoi. C'est vraiment fascinant, je trouve, de constater à quel point les psychédéliques peuvent provoquer des changements brutaux dans une vie. Jusqu'à présent, j'avais plutôt diffusé des témoignages positifs, mais les expériences d'Ahmed et Quentin nous rappellent que ces molécules ne sont décidément pas à prendre à la légère. Alors si on veut faire un petit peu de réduction des risques, on note dans les deux cas qu'ils avaient mélangé le LSD avec d'autres drogues, on note que le contexte n'était pas sécurisé et qu'aucun trip-sitter sobre n'était présent pour prendre soin d'eux, alors qu'ils expérimentaient un voyage angoissant. La dose n'était pas adaptée dans le cas de Quentin, et dans le cas d'Ahmed, la consommation était sans doute trop fréquente. On peut aussi noter que les deux étaient plutôt jeunes quand c'est arrivé, ils sortaient de l'adolescence, et ils avaient donc un cerveau sans doute plus vulnérable aux abus de drogue que des gens qui sont un petit peu plus âgés. Même si un trip psychédélique ne peut jamais être totalement bordé, au point de garantir un bon voyage, ces témoignages nous rappellent qu'il ne faut pas prendre les consignes de sécurité à la légère, au risque de s'en mordre sérieusement les doigts. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir le podcast financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, on retrouvera un autre témoin. D'ici là, portez-vous bien.